Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Bonjour à vous, Ezoul, Sabah al-Khair, comment vous allez? Il est tout juste 10h04. Chères auditrices et auditeurs, merci à vous, auditeurs et auditeurs de la chaîne 3, de nous écouter, de nous rester fidèles, de continuer à être fidèles à cette chaîne, on va dire la chaîne 3, cette chaîne 3, la Ziza. Alors, il y a eu de la pluie ce matin. J'espère que ça vous a fait du bien, ça rafraîchit les idées, en tout cas pour nous. On est toujours heureuse de vous accompagner de 10h à 11h sur les ondes d'Alger chaîne 3. Alors ce mardi 27 septembre 2025, dans Service public, il sera question de la rentrée universitaire 2025-2026 en compagnie de notre invité qui va arriver dans quelques instants, qui nous fait le plaisir de venir partager avec nous cette petite heure pour nous raconter comment ça se passe du côté de Bab Zouar, une des plus grandes universités en tout cas qui a attiré beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. C'est un endroit où vous pouvez quand même vivre votre vie d'étudiant et d'étudiante. On en saura un peu plus sur comment ce vivier de compétences est en train de s'organiser, la première université du pays de sciences et technologies de Bab Zouar. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Djameldine Aktrache. Il sera là dans quelques instants. Juste avant, on écoute une chanson, le temps de s'installer, de saluer l'équipe qui est avec nous, Hakim Ben Moussa à la réalisation, et puis vos appels au 021 48 15 15 nous feront plaisir. N'hésitez pas, s'il y a des questions, on est là pour répondre avec nos invités. C'est un peu le principe de Service public. Voilà, on vous a un peu bercé avec cette belle voix pour démarrer notre magazine. 10h11. Service public vous accompagne jusqu'à 11h. Nous sommes en compagnie de notre invité. Bonjour, professeur Djameldine Aktrache. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes recteur de l'Université des sciences et des technologies Houari Boumediene, la plus grande université. Comment s'est passée votre rentrée hier ? Bonjour et puis merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là et de prendre de votre temps. Nous avions aussi convié d'autres recteurs et d'autres directeurs d'école, pas pu venir, donc j'espère que la prochaine fois ils seront parmi nous. Il n'y a pas de problème, je suis toujours, disons, au service du service public. Oui, tout à fait, c'est le principe. Merci. Voilà, enfin, bon, hier... c'est parti pour 2 millions d'étudiants, on va dire, cette année. Oui, pratiquement. Donc, il y a un nombre... de toutes les façons, le nombre est en train de croître d'année en année. Et donc, notre ministère de l'Enseignement supérieur a toujours fait l'effort donc, de mettre, disons, à disposition le nombre de places pédagogiques nécessaires pour accueillir donc ces étudiants. Donc il y a eu dans certains établissements, il y a eu donc la réception de nouvelles structures, il y a eu donc recrutement de nouveaux enseignants, et il va y avoir donc il y a eu l'annonce récemment de plus de 4000 nouveaux postes, donc nouveaux enseignants qui seront recrutés pour donc renforcer l'encadrement pédagogique, ce qui est une bonne chose, et une bonne chose pour donc la qualité de l'encadrement, et aussi une bonne chose pour nos doctorants nos docteurs, je dirais, qui maintenant donc arrivent quand même à trouver un poste de travail. La rentrée, moi j'étais donc présent avec monsieur le ministre, donc c'était à Tissim-Silt, où le lancement officiel de l'année universitaire a été donc effectué. Et au niveau donc de mon université, monsieur le vice-recteur de la scolarité, le docteur Belaïd, a pris en charge donc l'ouverture donc au niveau de l'USTHB. Et ce que j'ai constaté, d'ailleurs on m'a envoyé des photos alors que j'étais à Tissim-Silt, l'auditorium qui prend
2000 personnes étaient archi-combles, il y avait même plus. D'accord. Donc il y avait vraiment un engouement, particulièrement les nouveaux étudiants qui étaient donc curieux de découvrir leur université. Leur université, voilà, et celle de démarrer donc leur vie universitaire. Donc on n'a pas une idée encore, voilà. professeur Altrèche, combien vous avez d'étudiants pour cette nouvelle année 2025-2026? Enfin, bon, c'est reste-t-elle toujours 12 000, disons, on a déjà 12 600 qui sont inscrits. Et puis bon, ça peut varier. Donc, comme nouveau bachelier. Donc c'est quand même une charge énorme, mais c'est normal puisque en sciences et technologies, l'USTHB prend en charge toute la wilaya d'Alger. Et puis aussi d'autres wilayas pour certaines... Mais est-ce que Bab Zouar reste toujours cette première université du pays en sciences et technologies, professeur Altrèche? Je dirais en principe, parce que, bon, de toutes les façons, je sais que notre produit est très recherché, c'est surtout ça. Moi, j'ai toujours parlé, bon, quand on parle qualité, l'un des paramètres importants, quand on parle même assurance qualité, c'est justement le output. Si le output est recherché, s'il est apprécié par les employeurs et s'il y a création donc même d'entreprise, maintenant c'est aussi un autre cheval de bataille, on peut dire que la qualité est maintenue. La qualité est maintenue et on dit toujours, où que vous soyez, si vous dites que vous êtes sorti avec un diplôme de l'université de Bab Zouar, l'emploi est assuré. Est-ce que c'est vrai, professeur? Non, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que beaucoup de gens me disent, c'est-à-dire c'est des retours que j'ai à travers un certain nombre de personnes. Bon, et puis bon... Le diplôme de Bab Zouar, il est dans le monde. Hein. Oui, il est dans le monde, il est dans le monde, effectivement, même... les équivalences dans beaucoup de pays s'obtiennent relativement facilement, c'est un diplôme quand même qui est reconnu. Et puis de notre côté, bon, c'est vrai que beaucoup se plaignent de la difficulté, ils disent bon, Bab Zouar, c'est serré, c'est pour avoir son 10 à Bab Zouar, c'est pas évident. Bon, c'est vrai que bon, ça peut être, on peut considérer, d'ailleurs je le dis toujours, Bab Zouar, bon, c'est une grande université, c'est plus de 130 hectares. 105 hectares, non? Non, 130 en fin de compte, le dernier vous avez encore pris c'est 130. Bon, donc, une université qui a presque un demi-siècle. Hein. Non, elle a dépassé le demi-siècle. Maintenant, elle 74, elle est à 51 ans. Ouais, elle est à 51 ans. Et puis, bon, il y a 50 000 étudiants quand même à l'intérieur. Il y a entre enseignants qui sont à 2300, après travailleurs 2200, c'est-à-dire on est à 4500 points de vue personnel. On peut considérer des fois pour certains que c'est un milieu hostile, un milieu dur. Alors je dis quand un étudiant arrive à sortir de ce milieu avec toutes les difficultés, c'est-à-dire un milieu qui est quand même assez dur. Moi je trouve pas, pourquoi on dirait, pourquoi vous dites hostile, non, d'un point de vue... D'abord l'architecture elle est magnifique, d'abord l'espace... Je parle pas de l'architecture, non, mais pour un jeune étudiant, moi je le dis toujours, le problème, il peut y avoir des fois des chocs psychologiques. Quand vous avez un jeune qui est dans un lycée, un adolescent qui sort du lycée. Au niveau du lycée, il est un peu dans un petit groupe. Oui, voilà. L'enseignant l'appelle par son prénom, il connaît ses parents. Et puis il débarque dans un milieu où il se retrouve dans un amphi de 200 personnes, où l'enseignant vient, fait son cours, sort, il le regarde même pas. Il se retrouve avec un nombre, gigantesque, au lycée, il y a peut-être 500, 600 camarades. Là-bas, il se retrouve avec il est dans une ville perdue. Il y a des jeunes, des fois, qui ont du mal. Un choc et qui, des fois, ne réussissent pas ou ont des fois un passage à vide qu'il faut prendre en charge. Mais là, c'est vrai qu'on est déficient parce que la prise en charge psychologique, ça serait bien d'avoir des cellules d'écoute. Bien sûr, au niveau de l'université. Au niveau de l'université, oui. Bien sûr, et puis l'espace. Mais là, on n'est pas équipé. On devrait. Mais avec quelle moyenne on peut maintenant accéder et à quelle filière au niveau de l'université de Bab Zouar, monsieur le recteur? Ça varie. Alors, par exemple, si vous prenez l'informatique qui est très, très demandée, cette année, pour un bac sciences, pour une licence en informatique, c'est
c'est 15,90 minimum. Oui. Pour l'ingénierat, c'est 16,75. C'est pratiquement des moyennes d'école. Parce que ce qu'il faut noter, oui. Dans une université, vous avez un minima d'école. Donc ça veut dire qu'il y a une forte demande et nous recevons donc de très bons bacs. Parce que quand vous avez un minima en ingénieur informatique à 16,75, ça veut dire que les promotions d'ingénieurs en informatique, c'est des bacheliers qui ont des 17, 18... Est-ce que ce sont vos barèmes, monsieur le recteur? Non, c'est le numerus clausus. Voilà, c'est le numerus clausus, justement. C'est là où on voit l'offre et la demande. Nous, on ouvre un certain nombre de postes. Vous avez donc la demande et la qualité de la demande. Donc ça implique qu'il y a une qualité de demande. Et... donc ça élève les minima. Et nous avons aussi, cette année par exemple, on a ouvert un nouveau cursus en biologie, c'est un master intégré. Biologie en master intégré. Voilà, master intégré qui s'appelle donc master en sciences biologiques et santé. Oui, ça c'est intéressant. Où le minima est à 15,90. Ok, 15,90. Voilà, donc presque 16. C'est quand même... Dites-moi, monsieur le recteur, est-ce qu'il y a eu donc des nouvelles réformes pour l'université pour cette année 2025-2026 ? Donc l'apprentissage, on va dire, de l'enseignement en anglais, la bourse étudiante, les places pédagogiques, comment vous avez préparé toute cette rentrée ? Bon, on parlera, enfin, c'est pas vraiment c'est pas des réformes, mais c'est quand même... On adapte donc tous les nouveaux textes, même la nouvelle vision du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous l'adoptons au niveau de l'USTHB. Nous essayons donc de l'optimiser, de la maximiser. Par exemple, cette année, normalement, nous aurons l'enseignement en anglais pour toutes les premières années. Donc après quand même 3 ans d'efforts où il y a eu des formations d'enseignants, il y a eu donc on utilise aussi les nouvelles recrues qui sont peut-être mieux formées en anglais, etc. Donc là, l'emploi du temps est fait par la scolarité pour assurer à 100% l'enseignement en langue anglaise pour la première année. Ça c'est une première. Okay. Voilà. Maintenant pour les autres. Si on dit réforme, c'est pas en fait une réforme, c'est la nouvelle vision de l'enseignement supérieur, c'est que maintenant l'université, ce n'est pas, elle ne s'occupe pas uniquement d'enseignement et de recherche, mais elle participe à la vie économique. Tout à fait. Donc sur ce plan-là, nous avons, vous étiez déjà en avance, vous avez lancé des masters professionnels, je dirais. Oui, d'abord les masters professionnels d'une part, et puis aussi à l'aspect entrepreneuriat, que nous avons bien développé, puisque, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes interventions, donc il y avait 2 piliers de l'enseignement supérieur, c'est l'enseignement et la recherche, et maintenant nous sommes en train de construire un 3e pilier qui est l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc pour ça, l'USTHB, je dirais qu'elle est bien équipée puisque nous avons dédié un bâtiment qui s'appelle le Startups Hall, où nous avons toutes les activités entrepreneuriales. À l'intérieur, donc, tout l'écosystème y est. Nous avons donc un incubateur, un centre de développement d'entrepreneuriat, un centre d'appui à la technologie et l'innovation. Nous avons un bureau donc liaison université-entreprise, et à l'intérieur il y a donc une salle de conférence où donc il y a des formations, on invite des industriels, on invite des économistes, et c'est déjà bien, donc il y a la passerelle entre les étudiants et le monde du travail. Voilà. C'est ce que devrait avoir, tout le rôle de toutes les universités. Bien sûr. Alors si vous permettez, on écoute tout de suite un compte rendu de Hajar Messaoudi qui s'est rendu et qui a fait la rentrée universitaire à Tissim Silk pour revenir sur ces nouveautés de l'année 2025-2026. L'enseignement supérieur présenté comme un levier pour l'économie nationale. Kamal Beddari, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'Algérie vit aujourd'hui une dynamique économique et sociale particulièrement positive qui reflète les efforts soutenus dans notre pays en matière de développement et de réforme. Cela se manifeste par des augmentations régulières des salaires, rendues possibles grâce à une croissance économique solide depuis 2020, avec un taux qui a atteint 4,8% en 2024. Le PIB par habitant est considéré comme le plus élevé du Maghreb, avec une valeur d'environ 5130 $ en 2024. L'Algérie ambitionne d'atteindre un PIB supérieur à 400 milliards de dollars
$, à l'horizon de 2027. Un discours qui se traduit déjà par des partenariats. Une convention a été signée autour de la recherche sur les plantes médicinales. Pour ce chercheur, c'est la preuve que la science doit servir directement la santé et l'économie. Il y a plus de 140 laboratoires qui travaillent sur les plantes médicinales. Et on est la première unité spécialisée. On ouvre la porte aux autres laboratoires pour avoir accès à des technologies beaucoup plus pointues. L'innovation passe aussi par les étudiants. On a développé une application pour le stationnement. Elle indique en temps réel les places libres grâce à des caméras. C'est pratique pour les usagers et rentable pour les propriétaires de parking qui achètent le système. C'est ce genre de projet qui nous permet d'appliquer nos études en mathématiques et informatique à des solutions utiles au quotidien. Une rentrée marquée par un message fort. L'université n'est plus seulement un lieu d'études, elle doit devenir un acteur central de la vie économique et sociale du pays. 10h24, service public jusqu'à 11h. Vous réagissez par rapport à, au reportage de Hadj Messaoudi, donc l'université. L'université Bab Zou-Al, vous-même, vous avez déjà 11 brevets d'invention obtenus par des étudiants. L'année passée, c'était? Oui, c'était durant pour l'année 2025. Donc on avait fait il y a eu deux événements où on a disons récompensé et remercié, enfin encouragé un peu ces porteurs de brevets. Et en dehors de ça, nous avons quand même un certain nombre de labels que nous avons obtenus, puisque de labels innovants, de projets, donc déposés au niveau du ministère de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Il y a plus de 30 labels qui ont été obtenus. 30 labels au niveau de Bab Zou-Al. Il y a en start-up qui ont été créés, qui sont en voie de création. Nous sommes à peu près à, disons, une quinzaine de startups, et nous avons d'ailleurs 5 startups que nous hébergeons parce que justement, quand j'ai dit l'écosystème que nous avons mis en place permet toujours d'aider et d'accompagner le porteur de projet, le porteur d'idées. C'est ça le rôle de l'université. Justement, mais est-ce que c'est une initiative des étudiants eux-mêmes qui ont envie d'être dans cette option d'invention, de créer des labels, de créer des startups, ou est-ce qu'il y a un accompagnement des professeurs ou des encadreurs? Il y a eu jonction. Il y a eu d'abord 2 arrêtés qui ont un peu boosté l'arrêté de 1275 qui a été modifié au 008 qui disait un diplôme, une start-up, un diplôme, un brevet, c'est-à-dire qu'on essayait d'encourager les étudiants à faire de leur mémoire de fin d'études un projet innovant et de créer leur propre start-up et de créer de créer des emplois. Ça c'est disons, je dirais que c'est le déclencheur de cette dynamique. Maintenant, moi, elle est réelle, cette dynamique, professeur Akrache? Est-ce que l'étudiant lui-même a envie? Oui, bien sûr, c'est l'étudiant qui a envie. Après, il est accompagné par son enseignant. Donc, quand il veut faire son projet start-up, s'il a une idée, il veut développer son projet, il le fait. Maintenant, il y a donc je ne viens pas dans l'idée à Bab Zou-Al, à l'université, de faire mon ingénierat ou mon master. Je viens aussi avec l'idée de créer mon start-up, un label et tout. On est dans ça. C'est une génération. Bien sûr. Et là, tout dépend de l'étudiant. Vous avez des étudiants qui ont un esprit entrepreneurial, d'autres qui veulent se limiter à chercher un emploi. Et alors, quel est le pourcentage selon vous qui est avec pour l'instant, est-ce qu'on a plus de ceux qui veulent entreprendre ou ceux qui veulent faire leur cursus universitaire, tout simplement? On peut pas avoir une véritable estimation parce que c'est vrai que peut-être qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent faire leur projet mais qui peut-être se heurtent à des difficultés, donc qui n'arrivent pas à proposer ce type de projet. Mais en même temps, moi à chaque fois j'encourage, c'est-à-dire en dehors de ces projets qui arrivent à partir d'une soutenance de master. J'encourage tout étudiant, quand il a une idée, il faut vient, la concrétiser. Il vient, il se présente au niveau du Startup Hall et il est pris en charge. D'accord. C'est-à-dire ce qui est important, c'est que l'université a mis en place
et donc c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui a créé partout donc des CDE, des incubateurs, etc. Donc il a mis en place un écosystème qui permet donc d'accueillir, d'accompagner, d'aider l'étudiant qui veut, et même l'enseignant qui veut réaliser son projet. D'accord, il y a donc des enseignants aussi. Voilà, et nous avons d'ailleurs 2 cas d'enseignants à l'USTHB qui ont créé leur start-up. D'accord, ils ont mis du temps, mais ils l'ont fait. Voilà, oui, c'est dans leur mais est-ce que, donc on va dire, pour cette année, il y a 30 labels, vous m'avez dit, sortis de l'université de Bab Zouar, et vous avez parlé de 15 start-up. Et donc, ils ont l'encadrement, ils ont l'enseignement, ils ont pour continuer. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler du mode d'enseignement? Est-ce que ça s'est modernisé un peu à Bab Zouar? Dites-nous l'état des lieux, professeur Akresh. Bon, là, c'est une question... Vous souriez parce que vous n'êtes pas tout à fait... Non, c'est une question un peu... Non, la modernisation, c'est-à-dire, bon, il y a une partie qui se développe et qui a toujours été développée au niveau de oui, mais d'abord faites-nous l'état des lieux. Est-ce que donc on a les cours Non, les cours à distance, il n'y a aucun problème, ça se fait. Maintenant, la majorité des enseignants sont bien formés dessus, donc il n'y a aucun problème. Maintenant, si on analyse profondément donc les problèmes donc pédagogiques qui sont posés, bon, il y a un problème. Moi, j'avais lancé une discussion au niveau de notre conseil de direction, etc. Peut-être pas, enfin, on verra. Il y a une constatation actuellement, c'est qu'il y a un absentéisme important au niveau des cours magistraux. Bon. Est-ce que ça concerne que l'université algérienne ou ailleurs dans le monde? Est-ce que vous avez écho quand vous êtes... Je pense que dans beaucoup de pays, ça se passe. Bon, ça s'explique. Donc les étudiants ont de moins en moins envie de venir assister à un cours... Voilà. Ouais. Alors ça, moi, je l'explique... bon, l'explication, si l'on veut, logique, cartésienne, c'est que nous, quand on était étudiants, c'est-à-dire si on prend les étudiants des années 70, 80 jusqu'à 90, les sources d'information, c'était l'enseignant. C'était la seule source. Et la bibliothèque. Et la bibliothèque qui était d'ailleurs à l'époque insuffisante. On se battait pour avoir un livre. Récent, avec des actualités. Pour l'avoir pour 15 jours. Bon. Très juste. Donc il y avait l'enseignant, donc l'étudiant était obligé d'être au cours donc magistral, il était obligé d'assister, il était obligé donc pour avoir donc son cours et sa formation donc par rapport à une matière. Maintenant, nous retrouvons quand même face à un monde où vous avez vous êtes assaillis de partout. Des milliers de sources d'informations, si ce n'est des fois des centaines de milliers. Très juste. Donc en fait, quand vous avez un cours, un chapitre X, vous tapez sur votre ordinateur, vous avez peut-être 1000 cours qui s'offrent à vous, et vous choisissez. Et vous avez des cours, franchement, qui sont faits d'une manière vraiment attractive, intéressante, avec des vidéos, des films, etc. Donc ce qui fait que il y a peut-être surtout que, certains collègues, garde la même méthode. Voilà, j'allais vous dire, professeur Akresh, est-ce qu'on n'attire peut-être pas les étudiants dans la manière d'émettre un cours magistral qui est donc débité, et en plus c'est des informations que l'étudiant peut avoir en cliquant sur un peut avoir site mieux que ça, fait que on s'éloigne un peu de ça. Donc là, il y a... Mais les TD, est-ce qu'on vient au TD+? Les TD, oui. Les TD, il n'y a pas de problème. Parce que les travaux dirigés, c'est pratique, c'est des exercices, c'est des applications, et puis c'est des applications à ce qu'on a appris en cours. Parce qu'en fait, quel que soit le nombre de sources que vous avez pour comprendre un chapitre, pour avoir les éléments d'un chapitre. Après, pour les différentes applications, il y a un enseignant peut vous proposer pas mal d'applications de ce que vous avez appris. C'est là vous savez si vous avez bien compris votre chapitre ou non.
Bien sûr. Et là, bon, à travers le monde, par exemple, en ce moment, il y a une technique qui est développée. D'ailleurs, j'en parle, on en parle. On a fait quelques petits tests pour certains masters. Bon, c'est ce qu'on appelle la classe inversée. Bon, la classe inversée, c'est une technique qui se développe actuellement en Chine, en Finlande, etc. Donc, la classe inversée, on laisse la liberté donc à l'étudiant d'aller chercher son cours, c'est-à-dire que l'enseignant, il dit voilà, j'ai tel chapitre, on va faire tel chapitre, donc voilà quelques liens et le reste, débrouillez-vous, et on se voit dans 15 jours. Et c'est un débat. C'est un débat, c'est-à-dire que l'étudiant, après avoir vu son cours, il vient, il pose des questions à l'enseignant, là où il n'a pas compris, et l'enseignant doit être apte, bien sûr, à répondre à ces... Et quel retour a eu cette méthode de classe inversée, professeur Akrache? Bon, c'est encore timide, hein, c'est encore timide. Il y a eu dans 1 ou 2 masters, on a fait le test. Bon, ça marche, mais c'est encore timide. Ça veut dire peut-être on irait dans votre analyse, dans cette réflexion, donc peut-être changer la méthode d'enseignement. Dans vos réunions, vous parlez de quoi avec, oui, on essaie d'encourager, mais il faut quand même une réforme beaucoup plus profonde. Mais je pense que si on fait un diagnostic un peu de ce qui se passe, ces absences en cours magistral, il faut voir pourquoi. Il faut voir pourquoi, parce que c'est quand même quelque chose qui est là, qu'on constate. Bon, il y a certains enseignants... Est-ce que c'est toutes les filières, professeur Akrache Pratiquement, ok. Je pense que c'est toutes les filières. Moi, chaque fois, on me dit, voilà, le cours... D'autant plus que le cours n'est pas forcément obligatoire. Il y a donc un absentéisme qui est constaté par beaucoup d'enseignants. Même les enseignants, d'ailleurs, j'ai un enseignant qui est collègue avec moi, qui est dans mon staff. C'était un enseignant qui a toujours été, on parle de lui, son amphi était toujours archi plein. Le cours de physique se faisait toujours chez lui, il avait du monde. Je lui ai posé la question, il m'a dit effectivement, j'ai une diminution du nombre de... Ça veut dire qu'il faut quand même, parler des réformes et réfléchir peut-être autrement à enseigner au niveau des universités pour attirer plus les étudiants. Oui, peut-être. Et la question prochaine, il est 10h35, c'est service public jusqu'à 11h. Est-ce qu'on continue à aller vers le master et l'ingénierat au niveau de Bebzouar, professeur Akrache? Oui, enfin là, puisque l'ingénierat est revenu depuis 2022, donc on a relancé l'ingénierat. Donc l'ingénierat, rappelons aux auditeurs que c'est 5 ans d'études. 5 ans d'études, oui, directement. Et le master, qui sont en fait, pour moi, ils sont équivalents. C'est moins, non? Le master se fait en 2 ans, mais il y a une licence qui se fait en 3 ans. Une licence en 3 ans, plus... En fait, le système LMD, qui est quand même un système universel. Il y en a des pour, il y en a des contre. Il y en a qui disent qu'il faut peut-être réfléchir à autre chose. Non, je pense pas qu'il faille quand même dénigrer un système comme ça, parce que c'est quand même un système qui est appliqué à travers le monde. Et c'est un système anglo-saxon en fait, parce que en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le LMD, nous avions les pays anglo-saxons faisaient le bachelor, master et PhD. Les pays européens qu'on suivait avant avec l'ancien système où on avait on faisait l'ingénierat, puis après le magistère au 3e cycle, et puis le doctorat d'État, etc. Il y a eu un constat. À un moment donné, certains pays ont vu que les pays anglo-saxons prenaient de l'avance au point de vue recherche, parce qu'ils formaient de jeunes docteurs qui étaient tout de suite opérationnels. Contrairement, dans l'ancien système, pour être docteur d'État et appliquer ses idées, des fois la personne atteignait 40 ans. Donc elle commençait à être productrice à 40 ans, productrice de ses idées. Alors que là, un PhD à 27 ans, 28 ans, tout de suite il est directement lancé. Donc ils ont revu les systèmes, ils se sont alignés un peu sur ce système. Et il y a eu donc pour les Européens, il y a eu le traité de Bologne. Dans le système classique, dans certains pays européens, professeur Akrache. Non, le système classique, non, pas forcément. Non. Parce que le système classique est toujours resté, classique entre guillemets, dans les grandes écoles. Parce que même ici en Algérie, donc l'ingénierat est toujours resté au niveau des grandes écoles. Mais en fait, l'ingénierat, normalement quand on dit ingénieur, c'est 5 ans, on est ingénieur et on va dans l'industrie. Contrairement à la vision où on est ingénieur, après on pense au doctorat, faire de la recherche, etc. L'ingénieur, c'est l'opérationnel. Tout de suite. C'est l'opérationnel, et dans les grandes écoles ailleurs, dans les pays
développer, c'est quelqu'un qui est tout de suite inséré dans les gros groupes d'industrie et qui disons, poursuit sa carrière et il est bien valorisé parce que vous avez un ingénieur, il est opérationnel, il est lancé donc alors il fait de l'innovation au niveau de son entreprise, etc. Il est ingénieur junior, ensuite senior, etc. Et il est quand même, il est bien valorisé. Chez nous, nous avions l'ingénierat avant, puisque même l'université faisait, jusqu'en 2005, on faisait l'ingénierat, il y avait les DES, et ensuite donc le magistère et le doctorat. Ensuite, on s'est aligné donc sur le système donc international licence, master, doctorat. Et depuis 2022, on a relancé l'ingénierat, mais l'ingénierat est encore, disons que c'est encore un peu timide, parce que même le nombre de spécialités qui sont offertes, proposées par les filières d'ingénierat ne sont pas nombreuses. Bon, on me pose une question sur la page, professeur Akrech. Est-ce qu'on peut rappeler quelles sont les filières qu'on propose en tant que recteur donc, de l'Université de sciences et technologies de Ouali Boumediene, les filières, donc on sait qu'il y a informatique, on rappelle aux auditeurs, chimie. Bon, rappelez-nous les filières les plus importantes. Les filières, bon, il y a les domaines, il y a les domaines et les filières. Est-ce qu'il y a des nouveaux Non, c'est-à-dire que on a bon, comme c'est-à-dire de nouvelles offres de formation. Bon, il y en a quelques-unes qu'on a ouvert cette année. Je vous ai parlé tout à l'heure du master intégré de biologie qui est tout à fait nouveau. Nous avons aussi un master en sciences des données qui est intégré aussi, qui a été lancé en mathématiques. Là aussi, bon, il est appelé maths appliquées. Là aussi, le minima est de 14,90. 14,90. Pour faire des maths, hein, c'est pas évident parce que souvent, beaucoup d'étudiants, ah non, je fais pas maths. Quand il y avait le domaine MI, tout le monde voulait faire informatique et les matheux, c'était ceux qui avaient les plus basses moyennes. Maintenant, il y a donc une demande dans ce sens-là, puisqu'il y a des maths appliquées, on met en œuvre. Bon, nous avons aussi, un master, alors là ça rentre dans la coopération, donc il faut parler quand même de l'ouverture à l'international de l'université. D'ailleurs cette année il y a eu un appel, donc il y a une plateforme qui permet maintenant aux étudiants étrangers de venir par leurs propres moyens. Bon, pour l'instant, la plateforme, oui, bon, c'est un début, c'est normal, mais apparemment il y a un certain nombre de demandes sur la plateforme, peut-être qu'il y aura des étudiants qui viendront vers l'USTHB. En dehors de ça, nous avons déjà accueilli cette année à travers les bourses 146 étudiants étrangers pour cette année. Et nous avons mis en place, alors ça c'est dans le cadre de la collaboration donc avec la Mauritanie. Donc nous avions signé une convention avec l'Université de Nouakchott. Et bien sûr, pour rendre, disons, cette convention pour qu'elle soit, disons, effective, nous avons donc mis en place un master de double diplomation, c'est-à-dire un master commun entre Nouakchott et l'USTHB, qui est donc c'est l'introduction, l'application de l'intelligence artificielle sur la phéniciculture, c'est-à-dire la science des dates. D'accord. Voilà. Alors c'est nouveau. C'est nouveau. Donc c'est un master qui va être lancé. Il commence cette année, 2020. Cette année, il va. 2025. Donc là, on a fait pas mal de réunions. Donc donc il y aura. Ça sera un master où il y aura environ une dizaine d'étudiants mauritaniens et une dizaine d'étudiants algériens qui vont donc suivre. Bon, alors là, il y aura beaucoup d'enseignements donc à distance. Il y aura des déplacements, des mobilités. Et à la fin, donc les 20 étudiants auront un diplôme USTHB et un diplôme Université de Nouakchott. Les deux diplômes. Ça, c'est une première. D'accord, c'est pour cette nouvelle année. Voilà. Est-ce que vous voulez faire une petite pause ou on continue, professeur Akrech? Il est 10h42. Une petite pause, le temps de... Voilà, allez-y. 10h42, si vous avez envie d'appeler le 021 48 15 15, n'hésitez pas, il nous reste un petit quart d'heure avec notre invité, le recteur de l'université de Beb Zouar, pour parler de cette rentrée. Donc, les étudiants et les étudiantes qui sont dans le train pour aller du côté de Beb Zouar. Il y a toujours du monde, hein, où il y a les papas qui accompagnent. Hein.
Service public, c'est parti donc pour 2 millions d'étudiants. Notre invité, le professeur Djamaldine Akresh, recteur de l'Université des sciences et de technologie Ouali Boumediene, donc une des plus grandes universités d'Afrique. Hein. Et voilà, il y a aussi des conventions qui se font avec l'Université de Nouakchott. Voilà, on reste, on ne tourne pas le dos à l'Afrique, on travaille ensemble, nos étudiants avec leurs étudiants. C'est important de le faire, professeur Akresh. Oui, bien sûr. S'ouvrir bien sûr, s'ouvrir à l'international. D'ailleurs, en plus donc de Nouakchott, nous avons reçu des propositions dernièrement. Donc la direction de la coopération m'a envoyé 2 demandes. Il y a l'université de Biélorussie qui a demandé à collaborer avec l'USTHB. Okay. Donc il y avait un courrier qui a été envoyé via les AE que j'ai reçu de la part de la direction de la coopération. Oui. Bon, bien sûr, moi je donne toujours un avis favorable pour avoir le maximum de liens. Oui, de liens et d'ouverture vers les puis, autres. Il y a aussi l'université de Amman, de Jordanie, qui a aussi demandé à collaborer avec l'USTHB. Et toujours en Mauritanie, cette semaine, j'ai reçu un courrier du nouveau recteur, parce qu'il vient d'ouvrir une université à Nouadhibou, la deuxième ville de Mauritanie, et il demande bien sûr à ce qu'il soit accompagné par notre université. Bon, de toutes les façons, dans la collaboration, on joue les 2 rôles. On joue le rôle d'accompagnateur parce qu'il ne faut pas... parce que souvent, des fois, on me dit, oui, bon, il faut toujours chercher la collaboration avec des universités qui sont plus développées. Haut standing, oui. Mais non, il faut pas négliger, il ne faut pas être... l'ouverture, l'échange... Toute collaboration est la bienvenue. Et la bienvenue, je suis d'accord. Et puis ça peut créer des synergies intéressantes. Bien sûr. Dites-moi, M. Akresh, professeur, l'encadrement, l'effectif enseignant, est-il suffisant pour cette rentrée à l'université de Babzouar? Ou est-ce qu'il y a des manques? Il y a des manques un peu dans des matières où la demande est très forte. C'est les mathématiques et l'informatique. Là, nous sommes vraiment, je dirais, en crise. On est en crise. Ouais. Bon, d'ailleurs, on espère... On a une explication, professeur Akresh? Bon, il y a une explication, bien sûr. D'abord, d'une part, pour l'informatique, il y a d'abord la forte demande. Oui. C'est-à-dire que nous avons une forte demande dans le domaine, donc nous recevons un nombre d'étudiants relativement important. En deuxième point, nous avons actuellement, il y a une concurrence un peu déloyale parce que nos enseignants, beaucoup de nos enseignants sont partis soit vers l'école d'intelligence artificielle, soit aussi vers des écoles privées actuellement, qui sont agréées, qui ouvrent, donc qui donnent de meilleurs salaires, etc. Donc il y a une forme d'hémorragie. Même peut-être la méthode d'enseignement doit être différente, je dirais. Non, c'est pareil. Non, c'est pas ça, mais il y a plus, il y a peut-être un intérêt plus... Oui. Et puis c'est des petites écoles, ils sont plus à l'aise, etc. Donc nous avons... Donc informatique, vous m'avez dit, professeur Akresh? Informatique. Et puis l'informatique aussi, je vous dirais aussi, l'autre problème, c'est que les docteurs en informatique qui veulent faire de l'enseignement, c'est une matière très rare. Parce que nous ouvrons des postes chaque année. Par exemple, cette année, nous avons ouvert 18 postes en informatique. Nous avons eu 19 candidats. Vous voyez, alors que dans d'autres filières, pour 5 postes, nous avons des fois 1000 candidats. En physique ou en chimie ou autre chose. Et les 18... on a classé les 18. Parmi les 18, nous avons pratiquement 6 ou 7 désistements. Pour quelle raison? Non, c'est la proximité, parce que c'est des enseignants qui postulent dans plusieurs universités. Après, bien sûr, ils choisissent. Ils cherchent là où il est, à côté de chez lui, le plus souvent, évidemment. Donc vous m'avez dit, il y a deux filières. Et les informaticiens, ils sont opérationnel comme ingénieur, donc en fait faire le doctorat, aller à l'enseignement, ce n'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup, qui attire beaucoup les informaticiens, et ça au point de vue encadrement, on le paye. Donc vous êtes en sous-effectif, je dirais? En informatique, oui. On est en train de chercher des solutions, même avec les masters, etc. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu madame la doyenne de la faculté d'informatique m'a envoyé un état des lieux en me disant, voilà, j'ai un vide là, donc on va essayer de combler. Et on espère qu'il y aura, parce que nous avons eu quelques doctorants qui ont soutenu leur thèse récemment, avec le nombre de postes. On va essayer de les garder. J'ai demandé à la doyenne de les positionner comme vacataires pour l'instant, en attendant que d'autres postes s'ouvrent, et ils seront titularisés chez nous. Donc on va dire pour l'effectif enseignant, il y a quelques manquements qui sont... Et puis en maths aussi, en maths, les mathématiciens, profs de maths,
Oui. Les profs de maths, c'est une denrée rare à travers le monde. Et surtout les maths pures, pour trouver des matheux. Quelle explication avons-nous à ça, professeur Akrache? Bon, les maths pures, bon... Quand vous dites les maths pures, c'est quoi? Ça veut dire c'est algèbre, mathématiques de base, algèbre, géométrie, analyse. Ils sont rares. Ils sont rares parce que les maths appliquées, maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont s'ils font des maths, ils vont vers les maths appliquées, mais les mathématiques pures, c'est une denrée rare à travers le monde. Hein. D'accord, ok, je pensais que ça concernait que l'université. Non, quand vous avez un très bon maths pur, il peut trouver sa place n'importe où. Dans le monde. Et là, il est pris... Ok, il y a combien de sortants donc, il y a dans l'université de Bab-Zouar? Cette année, on a eu pratiquement 10 000 diplômés, plus de 10 500 diplômés entre licence et master. Bon. Et vous n'avez pas essayé, professeur Akrache, de garder quelques-uns, ceux qui ont fait maths, par exemple, au niveau de Bab-Zouar? Non, les masters, de toute façon, on ne peut pas les employer comme enseignants universitaires, mais on leur offre la possibilité de faire des vacations. Les vacations... Donc on a d'ailleurs heureusement donc pour les travaux pratiques, pour pas mal donc de tâches pédagogiques, nous avons nos masters qui participent donc à cette... Il y a combien à peu près d'enseignants pour l'université de Bab-Zouar, toutes filières confondues, professeur Akrache? 2300. 2300 par rapport à l'équilibre avec les étudiants. Oui, qui sont à 50 000. Bon, mais on peut pas, pour dire le taux d'encadrement, c'est pas la division directe parce que tout dépend des spécialités, tout dépend. Vous pouvez être dans un master où vous avez un taux d'encadrement à 1 pour 10. Avec un nombre d'étudiants réduit, et puis dans les troncs communs, vous avez des fois 1 pour 50. Alors on a parlé d'encadrement, il reste à peine quelques minutes encore. La recherche à l'université de Bab-Zouar se porte bien ou pas, professeur Akrache? Bon, disons que... Il y a combien de labos de recherche chez vous? Actuellement, il y a 74 laboratoires de recherche qui sont quand même aussi, point de vue analyse, qui sont soutenus par un plateau technique d'analyse physico-chimique qui est quand même assez bien équipé, donc qui permet donc aux doctorants et aux chercheurs de faire leurs analyses. Et bon, peut-être que pour certains laboratoires, il y a des fois des petits problèmes de financement, parce que vous savez, depuis que le Fonds national de la recherche a disparu. Bon, les financements ne sont plus comme avant. Bon, il faut... on peut rappeler peut-être l'importance des labos de recherche. Oui, mais bien sûr, mais là, je leur dis, il faut être innovant, il faut être... c'est-à-dire participer à l'effort économique, voir avec les sociaux... Bon, il y a des laboratoires qui, quand même, sont quand même assez avec des publications Bon, il y a des publications, bien sûr, et puis peut-être il y a des brevets aussi qui sortent des laboratoires. Il y a des travaux qui ont été brevetés, c'est des travaux de recherche. Il y a aussi les laboratoires qui participent à des prestations avec le secteur socio-économique, donc ça aussi, ça fait rentrer de l'argent pour les laboratoires. Et même des fois, il y a surtout actuellement, on encourage, et c'est la politique du ministère de l'Enseignement supérieur, à ce que les labos de recherche essaient d'aller à un produit de la recherche qu'ils peuvent industrialiser et commercialiser. Et d'ailleurs, en parlant de commercialisation, nous avons aussi, ça il faut le noter, nous avons une filiale qui a près de 2 ans maintenant d'existence, une filiale USTHB Engineering et Expertise, qui commence à voir son chiffre d'affaires grandir, qui commence à se faire connaître. Ça c'est bien. Donc pour récapituler, il y a 11 brevets d'invention obtenus par les étudiants et les enseignants au niveau de l'université. Vous avez parlé de 30 labels et de 15 startups. Alors quelle vision rapidement vous avez peut-être écho d'autres brevets pour cette année? Oui, d'abord on espère qu'il y ait d'autres brevets. Et aussi, moi j'espère aussi attirer certaines grosses entreprises. Je suis en train de faire du porte-à-porte, de piocher. Enfin, non, j'ai une petite stratégie. Bon, je ne donnerai pas le nom des entreprises que je veux cibler. Parce que, moi, j'aimerais bien, dans cet esprit d'entrepreneuriat et d'aide à l'entrepreneuriat, attirer le secteur économique, leur offrir, je leur offre un espace. Je leur offre un espace pour créer un incubateur commun. Ensuite,
on fera l'appel à idées. C'est ce secteur qui fera l'appel à idées à nos étudiants. Les idées, les bonnes idées, ensuite, pour les étudiants qui auront de bonnes idées, moi, ce que je souhaite, c'est qu'elles soient donc accompagnées par ce secteur socio-économique. Et bien sûr, à la fin, quand il y a une start-up, cette start-up, comme client principal, c'est le secteur socio-économique qui l'aura accompagné. Parce que dans l'incubation, la principale difficulté que nous rencontrons, c'est comment payer les coachs. Parce que dans l'incubation, vous avez le coaching, vous avez donc un coaching dans différents domaines, les finances, le droit, etc., pour avoir l'idée, pour concrétiser le projet. Et là c'est surtout les coachs qu'il est difficile de trouver. Donc, un conseil pour les étudiants, pour cette donc plus de 2 millions qui ont pris les bancs de l'école hier de l'université, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, professeur Akrache, recteur de l'université de Bab Zouar? Bon, d'abord, premier point, il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Oui. Parce que il y a beaucoup d'étudiants, ils se disent, bon, je vais faire ces études. D'abord, bon, on m'a envoyé dans telle filière, elle ne me plaît pas, etc. Non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas être défaitiste, au contraire, bien au contraire, il faut avoir l'esprit conquérant. Oui. Avoir et puis aussi penser à cet esprit d'entrepreneuriat. À dire je vais créer de la richesse, je vais créer des emplois, c'est moi qui vais créer mon emploi. C'est pas, il faut enlever cette idée de bon, je suis cette filière, donc je serai recruté par telle entreprise, une entreprise ou une multinationale ou quelque chose. Et si j'ai pas ce poste, ça veut dire que je suis au chômage, il n'y a rien, il n'y a pas de travail dans notre pays. Pas du tout, pas du tout. Bien au contraire, le pays compte sur cette force vive pour dynamiser donc l'économie. Et d'ailleurs, quand on parle de micro-entreprise, d'ailleurs là, le processus est quand même bien enclenché. Nous avons donc le Centre de développement d'entrepreneuriat qui propose donc des formations gratuites, donc 3 semaines pour une personne qui veut lancer sa micro-entreprise. Si le nombre de micro-entreprises augmente, le tissu économique algérien va bien se développer. En tout cas, on leur souhaite une bonne année universitaire. À vous aussi, professeur et recteur. Hein. C'est quand même une grande université à gérer. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci d'avoir été avec nous de 10h à 11h en direct dans l'émission Service public. 10h58, merci à Hakim Ben Moussa, à la réalisation. Merci à la console technique, notre cher technicien. Et puis Shiraz qui était au streaming vidéo. Et Nejma qui était à la régie. Badia Haddad vous salue et je vous dis que le rendez-vous est prévu pour dimanche pour un autre sujet de service public. Merci Sharafdin. Au revoir.